30 décembre, jour en vrac. J'ai pensé ce matin à quelque chose dans ce genre, jour incertain, jour d'incertitude, jour pas sûr, et je trouve que l'idée de parler des jours en vrac, puisque finalement ça se présente toujours un peu... euh, on, on veut partir sur un aspect, puis on finit par accumuler les aspects, donc en vrac, il y a tout. Il y a de tout, il y a des choses qui ont de l'intérêt, il y a des choses qui sont là parce que il faut remplir, il faut tout prendre. Alors, jour en vrac, et comme ça, euh, libre d'accès. Vous pouvez tout prendre. Vous pouvez choisir, je cède mes jours. Je peux plus, je sais pas quoi en faire. Alors, qui veut les prendre, peut les prendre. Qui peut envisager un meilleur usage, il est le bienvenu. Voici que je mets mes journées ou mes jours comme ça, à qui veut bien, ou faire à qui veut bien, on les m'en débarrasser. Ça pèse. C'est lourd, c'est trop lourd. On atteint, ou j'atteins, je parle. Je ne prends pas le risque de parler pour quelqu'un d'autre. J'atteins un degré. Voici la révélation, cette sorte de révélation que j'ai toujours désirée, mais il se trouve qu'elle n'est pas de la même essence, ou de la même matière, ou de la même que celle que j'attendais. J'attends une révélation comme... Ouais, je m'aligne un peu sur les gens passés, cette idée de la révélation et du fait d'être investi par quelque chose qui vient se saisir de vous. La révélation, c'est d'un seul coup, vous comprenez les choses. Ou d'un seul coup, vous êtes mis devant une sorte de vérité. Voilà que certaines choses se mettent, convergent et donnent naissance à quelque chose qui n'était pas prévu, qui était désiré de façon euh, un peu informelle, un peu immatérielle, un peu. Qu'est-ce que tu attends? Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. J'attends quelque chose. J'attends que quelque chose se produise. Comme parmi les milliards de gens qu'il y a sur Terre, j'attends qu'une personne, parmi donc ces 7 ou 8 milliards ou 10 milliards, vienne frapper à ma porte. Peut-être parce qu'elle se sera trompée de bouton, mais peu m'importe. Ce sera là ma chance.
Voilà un peu l'aléatoire dans toute sa splendeur. J'attends que l'aléatoire me favorise au moins une fois. Voici donc, je ne sais pas qui je vais avoir en face, ni ce qui va m'amener, etc., etc. Voici donc journée ou jour en vrac. Je veux dire jour et non pas journée. Jour en vrac. Jour un peu en déshérence, puisque pour rester dans l'idée de la dévalorisation, jour en déshérence. Il n'y a pas de propriétaire. Il n'y a pas de possédant. Individuellement, ni collectivement. Là, c'est, je ne sais pas comment dire, c'est au-delà du communisme. Le plus absolu, c'est, moi, je sors de l'équation. Je sors complètement. Et je ne veux plus rien à partager. Je ne veux plus rien avoir à moi-même les choses que je pourrais partager collectivement, même une part du collectif qui pourrait me revenir. Je ne me sens plus considéré par aucun projet, aucune vision, aucune utopie, aucune... Rien. Rien. Oui, donc la révélation, c'est de se rendre compte que... Ouais. Alors, le pouvoir qu'on a cru posséder, oui, je vais finalement forger mon destin à la force de ma volonté. Je vais plier. La réalité pour qu'elle me donne, je vais la forcer pour qu'elle soit mon allié. C'était des mots. C'était de l'excès, c'était de la fanfaronnade. Simplement, c'était ça. Ouais, on joue un jeu qui, finalement, on se prend pour les joueurs d'un certain poids, et finalement, nous sommes que des... Je ne sais même pas ce que nous sommes. Marionnettes, je n'en sais rien, encore moins que des marionnettes. Rien du tout. Alors, jour de déshérence, jour en déshérence, en jachère. Voilà, là, encore une fois, je continue la série Jour en jachère. Je vous laisse ces jours, je vous laisse un peu ce que j'avais, moi. Je n'en ai pas besoin. D'ailleurs, j'ai l'impression de vivre toujours la même chose. Alors, quoi ça sert? Que je vive une journée de plus pour courir le risque d'être de nouveau frappé par une révélation à laquelle je ne pourrai pas faire face, devant laquelle je ne pourrai pas, à laquelle je ne pourrai pas, comment dire, devant, ou je sais pas. En tout cas, voilà que on affirme un positionnement totalement impossible à croire. Croire que ces mots-là sortent de ma bouche. Quoique je les ai déjà prononcés par le passé. Mais là, il y a un degré supplémentaire qui a été atteint dans cette
lucidité un peu pathologique, c'est vrai. Il ne faut pas dire ah, je suis malade, comme a chanté quelqu'un, je suis malade, parfaitement malade, complètement malade, je suis en phase terminale. Juste un peu, on me maintient un peu en vie, je sais pas, on s'acharne, on veut me convaincre que la vie, même dans ces conditions, ben, finalement, elle a un sens. Ouais, alors, je veux mettre fin à mes souffrances, hein, mais voilà, j'ai pas le dernier mot dans cette affaire. Je dois mourir, je sais pas, d'épuisement ou quelque chose dans ce genre, mais on ne doit pas précipiter les choses. Sinon, ça serait du meurtre. Ouais, personne ne veut prendre la responsabilité de me mettre à mort, de m'achever. Pourtant, achevez-moi. Ouais, allez-y, donnez un petit coup là. Il m'en faut peu pour partir. C'est juste un petit coup de pouce, s'il vous plaît. Le coup de grâce, comme dirait quelqu'un. Le coup de grâce. À la balle qui libère. Voilà, c'est comme ça. Voilà donc une forme de pathos vraiment très, très aboutie. Voilà à quoi voilà ce que l'on peut réussir à faire de sa vie une sorte de champ de ruines. Voilà, on réussit à cela. Alors, la malédiction, quand vous avez en face de vous quelque chose qui dit réussir à échouer, et que cela rencontre un désir profond en vous, comment peut-on mettre côte à côte, comment peut-on considérer de la même façon l'échec et la réussite, comment peut-on réussir tout en échouant? C'est antinomique dans tous les sens du terme, ça ne peut pas exister. C'est un non-sens même. C'est une absurdité, c'est une impossibilité, c'est une incongruité. L'échec n'est pas un aboutissement. L'échec est un ratage. Et finalement, ça démontre qu'il nous a manqué quelque chose. Alors, la conscience, la lucidité, justement. La lucidité nécessaire ou la lucidité qu'il fallait pour bien agir dans certaines circonstances un peu circonstances, je dirais pas clivantes, mais des circonstances décisives. Je trouve pas le terme, mais vous voyez entre le clivement, le clivage, ou je sais pas quoi, le clivement plutôt que le clivage. Et donc, dans cette prise de parole, il y a toujours, malgré tout, le désir de mettre quelques concepts, un peu de réussir finalement, voilà, je voudrais intéresser quelqu'un qui pourrait m'écouter, l'intéresser, le pousser à m'écouter jusqu'au bout, et finalement. Mais à quoi cela rime-t-il, finalement? Est-ce que j'attends un sauveur? Je pense pas. Puis personne ne peut me sauver.
Alors souvent, on inverse la chose, on dit d'abord, sauve-toi d'abord. Sauve-toi d'abord avant de sauver les autres. Il est vrai que cette personne qui pourrait me sauver peut-être finalement encore pleine de ces certitudes qui font le lit de nos échecs à venir. C'est d'avoir été trop sûr dans tous les sens du terme. D'avoir été sûr d'une chose, au lieu de dire que cela est impossible, cela est une hypothèse, cela est... Et puis, je me laisse toujours une marge de manœuvre. Je ne choisis pas d'appartenir à un segment de la réalité. La réalité, bien sûr, elle est de toute nature et de toute forme. Et donc moi, je veux être un être pluriel. Si je suis terrassé par un sentiment de culpabilité, j'essaie d'être un peu dans un clinicien et je regarde cela un peu à distance. Je m'observe. Je vois les signes cliniques d'une sorte de crise. Voilà, et je dis, tiens, tu es en train de te laisser dominer par une émotion. Mais oui, c'est une émotion. Alors on pourrait dire comme pour les goûts, ou pour le goût, bien sûr, toute la palette possible, alors etc., le sucré, le salé, on peut mélanger, etc. Le salé et l'acide, enfin, le sucre, on peut mélanger. Bien sûr que, donc cette émotion, elle a un rôle à jouer. Mais il ne faut pas qu'elle soit majoritaire, il ne faut pas qu'elle domine, qu'elle soit hyper déterminante. Bien sûr, j'en ai besoin. Et tout est dans l'équilibre. Comment atteindre cet équilibre? Le fait de se sentir totalement dans une sorte de divorce, une sorte le moment où on se sent quand on veut à soi-même de façon assez, vraiment très, très, très intense, ben, ça permet peut-être d'atteindre d'arriver à comprendre certaines choses. Donc, comme la réalité est complexe, il faut un peu le connaître sur tous ces éléments qui s'interpénètrent, etc. Et donc, on comprend un élément, ça permet de comprendre, d'espérer pouvoir comprendre l'ensemble. Mais de là à se déterminer à partir, et se surdéterminer à partir d'un élément, fût-il, je veux dire, puissant, et fût-il tentant, fût-il comme ça, car on peut être attiré par la perspective que nous offre, par exemple, l'idée de s'auto-détruire. On peut lui trouver une beauté, le geste de libération, etc. Mais voilà, le libre arbitre dans toute son excellence, et voilà, je mets fin à ma vie, moi, l'individu. J'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse à ma place, j'attends pas la mort. Je frustre la mort, finalement, ce pouvoir. C'est une construction assez qui ne peut pas tenir debout. Parce que dans tous les cas, finalement, si je meurs avant terme, c'est que j'aurais facilité la tâche à la mort, tout simplement. Que j'aurais un peu soulagé la mort, parce que là, elle doit être hyper chargée. Elle doit être débordée. Alors moi,
si je l'aide, si je me tue, ben, je ne sais pas, pendant ce temps-là, elle pourra un peu piquer un somme et bon, peut-être essayer de faire autre chose, je sais pas. Et non, voilà comment on renverse un peu la situation. La situation qui, faut pas, simplement, il ne faut pas être pressé. Bien sûr, il y a des moments, on vous dit, voilà, il y a quelqu'un qui est là à côté de vous, n'allez pas vers lui, laissez-le venir à vous. C'est différent. Dans certains cas, il faut y aller. Il faut un peu raccourcir le délai, ou il faut abréger le délai d'attente. Il faut y aller. Mais avec la mort, peu importe le délai, peu importe le délai qu'elle nous accorde, peu importe la durée de la vie. La mort, mais évidemment, la mort n'est pas un être, n'est pas une force, n'est pas une chose que l'on peut personnifier. La mort, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais après c'est peut-être autre chose que ce que l'on imagine. Nous, on imagine un arrêt, voilà, des fonctions vitales, on imagine une transformation du corps, on imagine, mais ben, c'est tout ce que nous avons. Nous avons cela en face de nous, alors on sait que avant la mort, il était possible de converser avec quelqu'un, il était possible de toucher une personne. Après la mort, on ne peut plus toucher. C'est devenu un cadavre et on a une réticence, toute naturelle évidemment. Et même si on parlait à l'être mort, il serait dans l'incapacité de nous répondre. Alors on entretient, malgré tout, on entretient une relation avec les morts. Cette relation est basée sur une sorte d'arrangement. On sait que les morts ne nous entendent pas. Ou alors, je ne sais pas, tout est possible et l'idée qu'une chose puisse être possible ou ne pas l'être est déjà un problème. Tout est possible et on a dit beaucoup et on n'a rien dit. Et ce qui est possible, c'est la chose dont on a une preuve. On provoque quelque chose, on a un résultat. Là, c'est possible, selon évidemment les éléments qu'on met en place, selon le degré selon évidemment la nature de ce qu'on a fait. Et si on veut une réaction, il y a des réactions assez faciles à anticiper. On va vers quelqu'un, on le regarde dans les yeux. Bon, généralement, il y a une réponse assez forte. L'être en face est amené à être sur la défensive et prêt finalement à basculer dans la violence. Parce que on entre dans son intimité, on dépasse un peu l'état de... Comment on peut appeler cela? Il y a une sorte d'accord tacite entre les êtres. Tu peux me regarder dans les yeux, mais ça ne doit pas durer longtemps. Alors il y a au niveau quantitatif, le temps de l'observation, le temps de cet échange, et puis la qualité, enfin l'aspect, enfin l'expression de cet échange. Il faut essayer d'avoir un regard le plus neutre possible. Alors quand on sort du cadre de cet accord tacite, à ce moment-là, donc on sait, après il y a toujours quelqu'un qui va détourner le regard, qui ne va pas rentrer dans le jeu, bien entendu, et là on le sait, là aussi ça fait partie
de la situation ou de la problématique, comme on voudrait dire les choses comme ça. Problématique, paf, le big mot, la problématique, oh là là, ma vie a tourné autour des problématiques. Oh, il fallait problématiser. Pour pouvoir accéder à quelque chose, il fallait d'abord problématiser. Alors, une chose simple, une opération, ça devient un problème. Alors quand tu es jeune et qu'on te dise, voilà, calcul, je sais pas, il y a une transaction, c'est un problème. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est la chose qui finalement demande un effort assez exceptionnel, une mobilisation des énergies, une addition. C'est pas réellement un problème. C'est l'application d'une règle, puis quelques règles simples, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est la chose qui peut-être, on peut être victime ou être sous le joug d'un problème tout au long de sa vie. J'ai un problème physiologique, j'ai un problème avec mon entourage. C'est pas une chose qu'on peut régler. Je peux essayer d'appliquer la logique formelle ou je sais pas quoi, comme je veux, ça ne marche pas. Je dis quelque chose à quelqu'un, apparemment ce que je dis est très clair et très... Il n'y a pas... Et pourtant, c'est interprété... Ça peut être interprété comme moi je ne pourrais jamais le penser. Et il y a un problème dans la transmission dans la transmission de message, il y a toujours des ratés. C'est un problème récurrent. Voilà quelque chose, c'est la récurrence d'un phénomène où, à ce moment-là, on peut appeler ça un problème. Alors, problématiser artificiellement. C'est ça le problème de cette chose-là. C'est ça la chose qui étonne et qui interroge comment problématiser à dessein. Et donc, je ne sais pas si je peux revenir sur le propos précédent. En tout cas, voici comment en fait, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas, je le dis maintenant, parce que j'ai encore le moyen de l'affirmer, j'ai encore la voix assez assurée. Bon, le visage est un visage de vieux, mais la voix, elle peut faire croire à quelqu'un qui est dans un âge assez médium, alors qu'en fait, le visage, lui, reflète autre chose. Donc, mais il arrivera un moment où ma voix sera tremblotante, sera la voix d'un vieux. Donc comment dire, je fais en sorte de laisser un marquage. Et même si je sais que ce problème, ce YouTube et toutes ces choses de l'Internet sont assez dans une situation assez précaire. Il suffit que la maison qui détient ce service décide de changer les conditions ou de vouloir faire payer ou qu'on veuille la faire payer. Je sais que sur YouTube, évidemment, on consomme beaucoup de bandes passantes et que cela ne pourra pas durer. Alors le contact, cette possibilité d'échange indirect entre vous et moi n'est pas une chose qui est assurée pour l'éternité. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc ça peut s'arrêter avant que moi je ne sois arrivé à l'âge où ma voix sera totalement changée. Alors je profite de la situation, je le sais. Après il y avait cette histoire de bilan carbone un peu de cet usage-là. Ça consomme beaucoup, mais j'ai oublié l'aspect financier, l'aspect
arrangement entre les différents acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont concernés par cela. Et cette plateforme qui permet justement les choses et l'échange. Faut pas se dire que ces propos-là sont là pour l'éternité, que quelque part, profite d'un moment historique un peu exceptionnel. Alors, comme c'est exceptionnel, on a envie de dire quelque chose d'exceptionnel. Bien entendu, quelque chose pourrait me dire, parle de toi. Essaie d'abord de parler de toi le mieux possible. Comme ça, tu pourras, finalement, dans tes paroles, il y aura de l'universel. C'est pas parce que tu voudras sortir du particulier ou du personnel que tu vas réussir. Donc, d'abord parle, reste dans ton statut ou dans ce stade-là. C'est sûr que tu vas rencontrer les préoccupations ou les crises ou les interrogations du moment d'un certain nombre de gens. Alors je ne sais pas, peut-être on peut les compter par millions ou par milliards. Les questions, les questions sont assez faciles quelque part à résumer. Nous sommes dans quelque chose qui finalement, notre degré de liberté est assez peu évident. Nous sommes contraints. Évidemment, par comparé à d'autres, nous pourrions être moins dans la contrainte. Si j'ai un abri, c'est déjà pas mal. Alors je ne dis pas cet abri est pour moi une sorte de lieu qui ne me plaît pas. Bien sûr, vivre dans 45 mètres carrés, j'aurais préféré vivre dans 100 mètres ou 200 mètres carrés, ou alors vivre dans 20 mètres carrés, mais avoir la possibilité de sortir dehors et d'être seul. Pas sortir en ville, et je n'ai pas. Si j'avais 200 mètres carrés, j'aurais eu des problèmes pour les chauffer. Donc, il y a aussi le côté pratique de la chose. Mais, j'aurais aimé, moi ce que j'aurais aimé, c'est quelque chose qui change. Je sais pas, aujourd'hui, tiens, j'ai quelque chose style néo-gothique, et demain je passe au style rococo, et peut-être demain je passe à un style un peu néo-caraïbe, ou néo je sais pas quoi, ou un style, peu importe, où j'invente un style, comme ça demeure, la demeure du chaos, et la chose qui change perpétuellement. Et il est vrai que c'est une loi permanente. Ce qui est en fait permanent, c'est l'impermanence. C'est ça qui est un peu... Mais c'est comme ça. Les choses changent forcément, et quoi qu'on fasse, ça va changer. Donc moi, je voudrais juste accélérer ce phénomène de changement. Après, évidemment, devant quelqu'un qui, lui, n'avait pas cette attente-là, qui se retrouve par cette saison, qui se retrouve à habiter sous la tente, et même on retrouve encore une sorte de dégradation dans cette situation déjà très dégradée. Là, le devoir, le besoin d'aller planter sa tente ailleurs, encore plus loin. Quand on a fui son quartier ou sa ville, et quand on est parti s'installer loin, souvent loin, et que arrive un moment où les ennemis, finalement, qui vous ont forcé à quitter vos lieux, arrivent de nouveau, ils sont là, ils vous forcent de nouveau à vous déplacer. Donc, et voilà, peut-être... parce que cela fait quelque temps, vous avez pris vos marques, vous avez arrangé le lieu, vous devez tout quitter. Je ne sais pas, vous avez un peu arrangé le sol, vous l'avez aplani, vous l'avez...
vous avez introduit quelques améliorations, quelques petits, pour essayer de vous faciliter cette vie impossible à supporter, mais vous avez, je ne sais pas, toujours... voilà, donc je ne peux pas me plaindre, je peux me plaindre jusqu'à un certain point, et, évidemment. Alors voilà, il y a des gens qui partagent quelque chose. Et moi, je sais que je ne fais pas partie de la majorité, puisqu'il y a beaucoup de gens qui dorment dehors, là aussi, pas toujours pour des raisons de conflit, mais ça peut être pour une raison économique, tout simplement sociale, économique. Il y a des gens. Alors, il y a une chose à laquelle je m'étais habitué, c'était les habitants d'un cimetière au Caire. Et puis j'ai appris qu'on a déplacé. Alors moi, pour moi, ces gens étaient là finalement et on n'allait pas les faire, on n'allait pas comment dire, les expulser. Ils s'étaient installés, ils avaient finalement ils jouaient un rôle, ils s'occupaient, je ne sais pas, ils veillaient peut-être sur les tombes. En tout cas, on a vidé. Donc je l'ai appris comme ça, de façon assez inopinée, qu'on a vidé ce cimetière. Alors, évidemment, je ne sais pas quelle est la situation de ces gens-là qui étaient établis, étaient en famille, qui commerçaient, qui vivaient, qui naissaient, qui mouraient, qui aimaient, qui se rencontraient, qui se séparaient. Toute leur vie se passait dans le cadre, enfin, une grande partie, il y a certainement certains qui devaient aller travailler ailleurs, mais ils avaient ce qu'il fallait sur place. J'ai envie d'acheter, je ne sais pas moi, du thé, je sors, il y a l'épicier à côté. J'ai envie d'acheter de la viande, voilà. Et on fait sa vie, et il y a le cimetière, enfin il y a les morts qui sont à côté, enfin plutôt en dessous, les morts sont sous terre, dans les caveaux, et nous on vit au-dessus des morts, et bien c'est une vie qui est la nôtre depuis tellement de temps, qu'on a fini par s'y habituer. Voici donc... alors la lucidité, c'est une chose qui est à prendre, qui est acceptée, même quand elle est contre certains états psychiques dans lesquels on pourrait être. La lucidité voudrait que je sois finalement beaucoup plus raisonnable, beaucoup moins tempétueux, beaucoup moins dans... Par exemple, je pourrais être dans la vindicative, je pourrais être dans le procès, je pourrais être dans l'accusation. Non. Même pas à m'accuser moi-même. D'ailleurs, c'est ça le truc, c'est d'en finir avec des choses qui encombrent plus qu'autre chose. Qui encombrent. Alors, comme je disais tout à l'heure, je cherche finalement à me rapprocher de quelque chose d'universel. C'est uniquement en m'isolant finalement dans cette situation que je peux peut-être... les gens normaux n'ont pas le temps. Ils sont toujours sollicités. Ils ont toujours quelque chose à faire. Moi, je n'ai rien à faire. Donc j'ai le temps. Et comme ça, je m'occupe de certaines questions. Voilà, ça pourrait être ma fonction. Je me crée une fonction, une utilité sociale à travers cette fabrication de mots comme ça. C'est vrai, à une époque, on disait oui, pour essayer de se stimuler, pour essayer de garder sa résolution, il faut voir les gens au-dessus de soi. Oui, celui-là, je ne sais pas, il vit mieux que moi, alors voilà, donc je vais essayer moi aussi. Et on regarde, d'un autre côté, on ne me dit pas de regarder les gens qui sont dans une situation plus difficile. Alors ces gens-là, il ne faut pas trop les fréquenter parce qu'ils pourraient déteindre sur vous. Ils pourraient ralentir un peu ou finalement vous empêcher
de développer votre ambition et votre soif, soif de pouvoir et de richesse et de puissance, etc. Plus on fréquente, a priori, voilà ce que l'idée, plus on fréquente des faibles et des écrasés, plus on a des chances de s'écraser soi-même. Donc il faut avoir une confiance en soi, surdimensionnée, parce que c'est le seul moyen que nous avons de pouvoir vraiment avoir des prétentions au-delà du raisonnable. Bien sûr, j'ai cette histoire de cette fille, je ne sais pas, que je viens d'apprendre, non. Et cette fille qui, un jour, s'est avancée vers un roi et qui lui a demandé de l'envoyer étudier. Bien entendu, les choses se sont bien passées pour elle jusqu'à un moment où voilà, elle a été prise dans quelque chose de plus grand qu'elle. Et elle a été obligée d'arrêter ses études. Et il y a toujours des éléments. Pour dire, il y a toujours des pièges, il y a toujours des fauves, à tous les coins de rue, il y a toujours quelqu'un qui vous attend, quelque chose qui vous attend pour un peu vous sauter dessus. Alors, je sais pas, ça pourrait être, tiens, un petit microbe bien invisible, mais qui va vraiment vous terrasser. Hein. Il faut pas... Les fauves, c'est peut-être des fauves pas toujours rugissants et... non, ça peut être des choses très discrètes, mais qui sont capables. Voilà, comme les pensées, certaines pensées qui arrivent tranquillement et qui s'installent. Vous avez en face de vous un récit de vie, et ce récit de vie, il est fait une sorte de modération, une sorte de compromis. C'est fait, et voilà, l'idée de compromis s'installe en vous. Et vous faites dans la modération, et vous faites dans, voilà, tenter de trouver des arrangements. Et quelquefois, ça passe pas par l'arrangement. Ça passe par le dérangement. Ça passe par le foutoir. Ça passe par le fait de tout casser. Quand on accepte de rester un peu... Voilà donc l'idée. Donc je perds un peu le fil à chaque fois. C'est devenu coutumier. Et je ne peux que le constater, je ne peux rien y faire. Mais cette parole, elle est comme ça, on peut dire qu'elle est un peu décousue, mais c'est ça. C'est sa caractéristique principale. Alors, voilà, donc on voit comment on peut passer de quelque chose qui est un peu assez classique, jour de tristesse, on arrive à un jour de déshérence. Voilà, jour de déshérence. C'est plus de la tristesse, c'est autre chose. Comment on passe d'un état de désespérance assez faible à quelque chose de beaucoup plus haut et beaucoup plus... C'est la désespérance à la puissance. À la puissance N, et il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Oui, pour cette histoire d'universel, il y a un devoir de récupérer les questions posées par certains et même les questions qui n'ont pas été formulées entièrement. Il faut les compléter. Il faut achever ce travail-là. Il y a toujours une question. Voici une chose à laquelle que je voudrais intégrer, puisqu'elle m'a frappé. Je l'avais déjà entendue, mais elle m'a été rappelée par un post sur un réseau. C'est un enfant de Syrie qui est en train d'agoniser. Il disait, voilà, c'est ce qu'on a rapporté, alors vrai ou apocryphe ou vrai, je sais rien.
En tout cas, elle dit, quand je verrai Dieu, je lui dirai, je l'informerai de la situation. J'informerai Dieu de la situation. Voilà. Donc il y a toujours... Alors je me suis dit, oui, cette histoire, alors ça amène à penser à plein de choses comme ça. Et en fait, on a l'impression, on a un corps, on a un âge, on a des choses comme ça, mais en nous, il y a encore l'enfant. Et l'enfant, c'est le stade où l'on pose certaines questions très simples, mais néanmoins fondamentales. Fondamentales. Alors on dit, tiens, par exemple, je suis gentil, on est vraiment là dans l'animalité, je suis gentil, il faut récompenser. Voilà, je suis un chien, pour que le chien puisse continuer à être intéressé par l'exercice, il faut lui donner quelque chose, il faut récompenser. Un enfant, on lui dit, voilà, si tu te tiens tranquille, si tu ne me déranges pas trop, si tu fais ça bien, ça ou ça peut être plein de choses, il y aura une récompense. Alors la récompense, quelquefois, n'est pas toujours matérielle. Avec un enfant, on peut trouver d'autres moyens de le récompenser. Ça peut être un petit geste affectif, ça peut être une parole, ça peut être l'expression d'une sorte de fierté. Je suis fier de toi. Ça peut être... ça passe. C'est assez précieux et ça n'arrive pas souvent. Et donc l'enfant a l'impression, comme ça, avec Dieu, il a l'impression que s'il demande à Dieu certaines choses, qu'il les demande, s'il se demande est justifié et légitime, Dieu doit lui répondre. Je suis en besoin de quelque chose. Pas seulement pour moi, où j'ai besoin de quelque chose. Alors, Dieu guérit mon père, guérit ma mère, j'ai besoin d'elle. Dans cette opération, bien sûr, je pense à moi, je pense à mon bénéfice, j'ai besoin d'elle. Mais guérit ma mère, et ma mère, je pense à deux personnes, je pense à moi et à ma mère. Je veux que ma mère continue de vivre pour elle-même, pas que pour moi. Donc je suis déjà un peu dans une situation où je fais dans l'altruisme. Altruisme intéressé, mais altruisme tout de même. Mais Dieu, voilà la question. Si on continue de vivre, si on n'a pas le malheur d'être massacré à un âge très, très bas, si on continue, la question ne disparaît pas. La question qu'on pourrait poser à Dieu, et elle est toujours là. On est toujours cet enfant. Et quelque part, je l'affirme un peu avec force, même si peut-être je pourrais en douter, c'est le ton. Alors c'est le ton de la parole, mais la certitude n'est pas du même niveau. Alors il faut pas non plus... Mais, là encore, c'est une possibilité qu'on puisse continuer à être des enfants. Alors celui qui pour nous n'est plus un enfant, on ne l'a jamais connu comme un enfant. Mais lui, il continue de se voir en partie comme un enfant. Et c'est cela, alors on cherche finalement des réponses auprès de quelqu'un qui lui a encore des réponses. Alors c'est une chaîne depuis le début, depuis l'émergence. Alors c'est toujours des questions. Les mêmes questions qui se transmettent de façon, j'allais dire, de façon non sue. Mes questions, les questions que je me suis posées, je les ai finalement, c'est moi tout seul qui en ai eu l'idée. Voilà, ça m'est venu. Personne ne me les a inspirés, me les a dictés. C'est comme ça. C'est en fonction. Et voilà, ma mère, mon père, etc. Tous, ils attendent encore
les réponses à leurs questions d'enfants. Et évidemment, ils ne peuvent pas répondre à mes questions à moi. Et ils ne peuvent pas me donner une idée claire sur ce que je peux attendre ou pas attendre. On aime que les choses restent simples, sans trop... quand la complication n'est pas vraiment nécessaire, on complique, on complexifie quelque chose parce que c'est la façon que nous avons trouvée pour pouvoir un peu la comprendre. Oui, parce que c'est quelque chose qui semble être assez difficilement accessible. Alors, on multiplie les points de vue, on multiplie les angles d'attaque, on multiplie les hypothèses, on multiplie et puis à la fin, on espère toujours à la fin finir par avoir une idée claire sur ce qu'est cette chose-là, etc. Donc, Dieu, ouais, simplement dans un rapport assez clair, assez limpide, il n'y a rien de plus. Je demande à Dieu d'être de mon côté quand j'en ai besoin, mais pas juste pour mes besoins naturels, normaux. Je ne demande pas est-ce qu'il fasse du mal à quelqu'un. Non. Quelqu'un qui m'a rien fait, je n'ai pas à lui en vouloir. C'est comme ça. Voilà, donc les questions ne tiennent pas toujours compte un peu de la problématique sociale et voilà, donc la répartition des richesses, etc. Et voilà, elles sont un peu basiques, bien entendu, elles sont un peu incomplètes. Et voilà, l'enfant que nous étions et l'enfant que nous sommes encore peut-être, lui, peut-être qu'il fait abstraction de certaines choses. Peut-être qu'il est plus fin, mais il ne le montre pas. Alors il dit de toutes les façons, si Dieu veut me donner un coup de main, Dieu il est capable de voir à travers moi, il est capable de, même s'il y a des choses que je n'exprime pas bien ou que je ne dis pas, il est capable d'aller les trouver. Alors, c'est juste, je veux juste qu'il entende ma voix et qu'il sache que je m'adresse à lui. Après, voilà, qu'il soit là, etc. Donc, c'est vrai, quand un adulte reproduit cette phrase attribuée à cet enfant mort depuis un moment déjà maintenant, ça traduit un problème. Ça traduit un problème qui est un peu... qui est un problème éternel depuis toujours. À un moment, on a l'impression que les choses nous échappent. Alors, est-ce beaucoup de choses? Ce sont des choses extraordinairement importantes, extraordinairement impactantes, ou ce sont là des choses? Est-ce que je ne sais pas, je ne me sens pas aimé, je ne me sens pas compris, je ne me sens pas considéré? Est-ce je ne sais pas, il y a une réalité, il y a des conditions, il y a tout un tas de choses. Et finalement, si je suis dans un état, c'est que comment dire, ça fait partie des évolutions possibles dans cette problématique de la vie, enfin, de cet éventail des choses.
il y a une inégalité un peu ontologique, ou j'en sais rien, ou la répartition des chances ne peut pas être égale, même si dans certains pays on essaie de la faire exister, mais il y a une malchance, il y a une répartition qui va être profitable à certains et pas à d'autres. C'est cela. Et on fait une rencontre, on croit qu'elle est hyper importante, hyper, j'allais dire, rémunératrice, qu'elle va nous rapporter beaucoup. Finalement, on s'investit dedans, et puis finalement, nous sommes devant l'évidence que cette rencontre était peut-être une erreur. Voici une erreur capitale, et comment j'ai pu me laisser aveugler de la sorte. Comment j'ai pu. Voilà un peu comment les choses peuvent-elles se passer de la façon dont elles se passent. Comment la vie peut-elle être injuste à ce point. Pourquoi il y a des méchants. Alors on revient à l'enfant, pourquoi il y a des méchants? Pourquoi les méchants sont quelquefois assez insidieux? Finalement, ils vous frappent par en dessous. Ils vous mettent en danger, mais ils sont en train de vous détruire, tout en donnant, enfin vous abîmer, ou peu importe le terme, tout en finalement en essayant, en vous laissant penser qu'ils sont de votre côté. Si il dit l'isation double, je récupère un terme, l'isation double, l'isation triple, je ne sais pas. Voilà, le double, cette lancinante question qui se posait à certaines personnes dans certaines cultures, le double visage, le double langage, le double finalement la personne qui est avec vous, mais qui est en même temps contre vous, qui parce que elle le fait de façon non, elle le fait de façon non sûre de vous. Alors vous allez, si vous avez un ennemi qui arrive comme ça en face de vous, qui vous déclare son hostilité, vous avez la possibilité de lui échapper, mais quand vous avez quelqu'un, une sorte d'allié, une sorte d'intime, et que cet intime travaille à votre ruine, sans que vous puissiez vous en rendre compte, voilà un peu la chose, comment elle est. Donc les questions sont... Comme par exemple, on entend parler des événements dans le monde, et il y a des gens qui votent, qui ne votent pas. Bien sûr, on sait ce que l'on pensait du vote et du système de la représentation et de la délégation de pouvoir, on sait. Mais il y a des gens, après ils viennent et constatent que on est en train de passer des lois qui vont les impacter de façon, j'allais dire, définitive. Des gens qui pourraient être privés de citoyenneté parce qu'ils ont laissé venir au pouvoir un parti qui est un parti qui développe, et pourtant ils entendaient des choses, ils voyaient qu'il y avait là un danger. Pourtant le temps de réaction il est trop lent. Après le vote, etc., après l'élection, il y a
sortir dans la rue, essayer de s'opposer de cette façon-là, ça n'arrête pas toujours l'application des lois. Après, voilà, comment se soumettre après. Voilà un système dans lequel finalement on a la chance, l'opportunité d'avoir suffisamment de mots pour traduire un peu tous les aspects de la réalité, qu'elle soit sociale, ou qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, qu'elle soit biologique. On en a des éléments, des éléments de langage. Pourquoi on ne les utilise pas pour finalement dans un souci de prévention et un souci de prudence. Le mot ennemi est un mot intéressant. Il ne faut pas l'exclure de son vocabulaire de référence. Un ennemi de classe, un ennemi tout court. Et voilà. L'ennemi peut surgir comme ça sans qu'on y ait fait attention. Voilà, quelque chose, une idéologie qui va cheminer pendant des décennies avant de venir finalement prendre le pouvoir. Et voici ce qu'elle va décider d'appliquer. Voilà, elle va exclure, elle va priver un certain nombre de gens de leurs droits, des droits qu'ils avaient depuis très longtemps. Les voici réduits au statut d'illégaux, de statut voilà, de citoyens de je sais quelle zone. Voilà, donc voilà l'expérience humaine, malgré tout, la totalité de cette expérience, ou ce que nous pouvons finalement en déduire, c'est c'est que il y a des choses qui changent. Il n'y a pas une sorte de stabilité, une sorte de fixation, une sorte, quand vous avez quelque chose, vous pouvez la perdre. La perdre pour des tas de raisons. On est destiné par des tas de déterminants à perdre ce que nous avons. Alors nous devons avoir un rapport assez, non pas un rapport très fusionnel avec ces choses. Nous devons, je ne sais pas ce que j'ai entendu tout à l'heure, quelqu'un, je ne sais pas, comme aujourd'hui on pourrait un peu parler ou plaider pour finalement une sorte de restriction, non, de restriction, comme on pourrait parler de décroissant, et finalement restriction du niveau de vie. Il faut accepter de s'appauvrir parce que notre état d'aisance est finalement un état nuisible au reste du vivant. Donc nous devons accepter non pas une précarité, mais de réduire nos ambitions. Et voilà, donc tout un discours qui s'installe peu à peu, qui peut conduire à vous interdire, je ne sais pas, ceci ou cela, parce que le prix qui est à payer en échange de cela, de cette possession, est trop élevé. Trop élevé pour leur environnement, pour la biodiversité, pour ceci, pour cela, pour les générations futures. Voilà, on peut décider, aujourd'hui on décide à la place des gens que cette chose-là n'est plus acceptable, et du jour au lendemain on devient, si on n'accepte pas la nouvelle loi, les nouvelles dispositions, on devient une sorte de délinquant. On est en droit d'attendre une réprobation, voire une répression. Voilà. Et comment on peut
basculer. Donc le monde est toujours sur le point de basculer dans un état ou dans un autre. On peut commencer à basculer de façon assez peu perceptible, mais on peut basculer de façon assez soudaine. Donc voilà, il faut finalement notre force la plus forte et c'est dans une sorte de, on pourrait dire, oui, l'abandon du moi, d'une certaine façon, j'abandonne, comme on pourrait dire, j'abandonne un peu de mon aisance, j'abandonne aussi un peu de mes préalables et de mes... Et je taille un peu mon ego. Je ne laisse pas finalement se développer comme il pourrait en avoir envie. Je le réduis, mon ego, pour que je puisse finalement accéder à d'autres. Il faut que mon désir à moi soit dans une sorte de domestication. Je dois l'empêcher de se prendre un peu pour de trop demander, de trop revendiquer. Voilà, à partir du moment où on renonce à quelque chose, je donne ceci au bénéfice, donc je me prive de quelque chose, au bénéfice de la communauté, et ce bénéfice, évidemment, je vais moi aussi pouvoir recevoir les bienfaits. Je vais quand même être rétribué. Bien entendu, peut-être de façon un peu très indirecte, insensible presque, mais ne serait-ce que de voir que certaines choses se sont améliorées, etc., etc. Ainsi comme on peut passer d'un propos qui était parti sur jour de déshérence, et puis on arrive comme ça, et voilà la parole, un peu sans interruption, ben voilà. J'ai pas été appelé au téléphone, j'ai pas eu de sonnerie à la porte, donc voilà, donc j'ai pu développer cela. Ça a pris cette apparence-là. Voilà, je vais m'arrêter. Ouais, après tout, et, dans cette idée de renoncer à l'ego, évidemment, on sait à quoi ça peut faire penser. Il y a des gens, évidemment, qui ont toujours plaidé pour cela, mais un peu l'idée, pas seulement renoncer à l'ego, mais renoncer aux mots eux-mêmes, à ce plaisir qu'on a de vouloir revendiquer des mots pour soi et de revendiquer quelque chose derrière cela. Donc les mots que j'utilise, que je m'attribue, ne sont pas mes mots. Ce sont là encore les mots de la communauté, et on me les a prêtés, on me les a confiés pour un usage, c'est-à-dire pour un temps déterminé. Après, je vais rendre tout cela à la collectivité. Ce n'est pas un don comme ça gratuit, c'est un don contre quelque chose. Et donc les mots qui ne sont pas les miens, il ne faudrait pas que je perde un peu la notion de réalité et que je les fasse miens. Ce ne sont pas mes mots. C'est juste une sorte je sais pas, je sais pas comment l'appeler. En tout cas, voici comment je vais terminer sans aller encore plus loin. C'est comme ça. Et cette idée de tabula rasa, comme ça, tout rasé, bien sûr, le geste de la main est assez clair, c'est tout
tout enlever, et ça ne se voit pas, mais tout raser, tout détruire. Alors là aussi, cette prétention un peu folle, ce désir un peu fou de vouloir tout changer, tout transformer. Après, on voit à quel point on fait le chemin inverse. On redresse toutes les statues qu'on a abattues. On rénove les lieux qu'on a désertés. On commence à en prendre soin. On commence à les investir. On y passe de plus en plus de temps. Alors on se réclame plus du passé que du présent ou du reste. Ouais, j'appartiens plus à mon présent qu'à mon passé, qu'à mon état actuel. Voilà une fuite, pas la fuite en avant, c'est la fuite en arrière, c'est comme ça que ça se passe. Bien sûr, il arrive quelqu'un, un messager du malheur, quoi, quelque part, et qui vous dit que même dans cette situation-là, même dans cette fuite, finalement, vous devez arrêter de fuir parce que ce passé, vous n'y avez pas, vous ne pouvez pas y accéder. Quelqu'un qui pourrait vous interdire d'accéder à cela. Ou qui introduirait des éléments qui vont totalement bouleverser le rapport que vous avez établi, que vous avez appris à mettre en place. Peu à peu, ça a pris du temps. Et quelque chose peut surgir comme cela et finalement détruire ce que vous avez patiemment mis en place. Il y a un étranger. Il y a un étranger qui a pris possession des lieux. Il y a un étranger, il y a quelqu'un qui semble transformer les lieux à sa convenance. Alors, vous devez vous exiler de votre avenir, évidemment, mais de votre présent et de votre passé aussi. Voilà donc un exemple de l'état de déshérence. Ça me rappelle là aussi cette histoire de ces gens. Là, je parlais des déplacés ou déplacés en Asie et qui étaient déplacés, qu'on a de nouveau redéplacés. Là, il ne s'agit pas d'une guerre qui approche. Ces gens-là, on les a déplacés pour des raisons de convenance administrative ou politique ou j'en sais rien. Déplacés. Je ne sais pas, moi, un être humain comme tous les êtres humains, si je m'installe quelque part, un jour je vais planter quelque chose. Je vais renforcer mon habitat, même s'il est très, très précaire. Les bâches de plastique, je vais les renforcer avec des branches, avec des choses. Et puis, je vais prendre connaissance de mon environnement. Et je vais finalement arranger les choses. Je vais planter peut-être un arbre fruitier, je vais planter des choux, je vais planter des pommes de terre, je vais faire quelque chose. Et de nouveau, voilà, et puis je me réserve un petit espace à moi. Et de nouveau, je dois tout laisser, tout quitter. Alors je laisse mes patates douces, je laisse en place, je laisse tout, j'abandonne tout. Je n'avais pas le temps de récolter ou de ramasser quoi que ce soit. De nouveaux déplacements. Alors, comme une sorte de malheur qui vous suit, une sorte de persécution qui ne s'arrête jamais. Comment la vie, elle peut être à ce point retorse, à ce point méchante.
ouais, vous n'avez pas encore atteint l'état le plus abouti de la déchéance et de la misère. Vous allez être... On essaie de vous amener à renoncer à toute prétention. Par la force des choses, vous allez préférer mourir plutôt que de continuer de vivre. Parce que ça devient, au bout d'un moment, ça peut devenir totalement impossible. Impossible de vivre dans ces conditions. Je perds, à chaque fois que j'ai quelque chose, je la perds. Et évidemment, dans cette réalité, il y a toujours une hiérarchie ou une, comme dirait quelqu'un, nous aimons nos pauvres qui nous ressemblent. Nous n'aimons pas toujours les pauvres avec lesquels, je ne sais pas, nous avons nos préférences. Alors, nous avons toujours des exemples par rapport à des choses qui se passent, qui arrivent à des gens. On choisit un peu, nous malheureux, les gens pour lesquels on a de la compassion. Mais finalement, il y a d'autres lieux dans le monde qui sont totalement ignorés de nous. Et pourtant, là-bas, c'est par millions que les gens sont morts. C'est par millions de millions que les gens ont été déplacés. Et encore le même processus, déplacé, redéplacé, etc. Voici comment il y a énormément. Alors voilà, donc j'ai rajouté des mots, mais je vais m'arrêter là. Bien sûr. Et voilà, détruire un peu l'ego, et on a beau essayer de le détruire, en fait finalement on ne cherche pas à le détruire. On n'est pas dans cette conception des choses malgré tout. Notre culture finalement nous a habitués à avoir un peu d'ego. Même d'évaluer, mais ouais. Alors l'ego, le droit, etc. J'ai le droit. J'ai le droit, voilà. Donc j'ai le droit d'avoir un peu d'ego, malgré tout. C'est comme j'ai le droit, j'ai ce droit-là, puisque toi aussi tu l'as. Donc on a les mêmes droits, et je ne demande rien de spécial, je demande juste à jouir des mêmes droits que les autres. Donc j'ai un peu d'ego, et je ne cherche pas finalement à détruire l'ego, car je ne sais pas si ça mène à quelque chose. Je ne sais pas comment on peut se considérer réellement, savoir qui nous sommes et quel est finalement l'intérêt d'avoir du vivant. Je pourrais dire simplement une réponse comme ça. L'intérêt d'avoir du vivant, d'avoir eu du vivant à un moment donné, c'est du vivant, pas fabriquer les conditions d'existence d'un autre vivant. Les êtres qui ont participé finalement à produire l'oxygène. Je ne sais pas, on pourrait dire l'oxygène fossile, et certainement ça a commencé il y a longtemps. Et donc tout cet oxygène dont nous profitons aujourd'hui, elle est peut-être produite encore de nos jours par des êtres microscopiques, c'est vrai, mais peut-être la part produite n'est pas suffisante par rapport par rapport à ce qui est consommé. Donc il y a toujours je n'en sais rien. Donc l'idée, à quoi ça sert, c'est une question comme ça, sans valeur. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert ça? C'est plus à laisser finalement traiter comme une sorte de petit moment un peu chanté, plus qu'autre chose. À quoi ça sert? À quoi ça sert de faire semblant quand plus rien ne tient la route?
À quoi ça sert de croire quand tout a été mis, quand tout a été, quand tout a été mis à terre. Nous, Dieu, à nos livres sacrés, notre foi, nos philosophies, tout cela est parti à la déchetterie aussi que je vis sur de menus pensées. Voici que je m'inspire d'un temps incertain. Je vis l'instant sans pouvoir envisager un quelconque avenir. L'avenir, qu'est-ce que c'est quoi cette histoire? L'avenir sera pas radieux du tout, du tout. L'avenir, c'est juste une hypothétique existence, un lieu pour encore exprimer tout le malaise. Aujourd'hui, j'ai pleuré. Demain, je vais pleurer aussi. Aujourd'hui, j'ai pensé à quelque chose qui m'a échappé, à tout ce que j'ai perdu. Il y a eu quelqu'un, il n'y a plus personne. Il y a eu des tas de gens, aujourd'hui c'est le vide. C'est le vide spectral. Il n'y a plus personne pour me retourner mes mots. Il n'y a plus personne pour m'arrêter, pour me dire « Allez, tu peux te taire, maintenant tu as assez parlé. Tu peux te reposer, repose-toi, tu as trop donné. Allez, réintègre dans l'intériorité. Ne t'expose plus de cette façon. Amène tes mots vers toi. Essaie de prendre soin de toi, de ton cœur, de ton estomac, de tes jambes et de ta tête. Soigne-toi avec les remèdes qui ont fait leur épreuve. Vas-y, sors et va chanter sous la fenêtre de ton ancien dulciné. Va lui dire les mots qui vont réveiller son désir. Va la solliciter, même si tu n'as plus toutes tes dents, même si ta voix est chevrotante, même si tu ne sembles plus, tu n'es plus fringant, tu n'es plus un jeune homme. Vas-y quand même. Elle aussi, elle aura vieilli et vous allez finalement vous supporter. Toi ma belle, mais qu'est-ce que tu es vieille, et toi mon beau, mais qu'est-ce que tu as pris? J'ai pris des rides, j'ai pris des coups, j'ai pris partout, là où c'était possible. On m'a donné des coups, on m'a donné des coups au cœur, on m'a donné des coups au visage, on m'a tout pris, mais il me reste cet amour ancien. Il me reste cette petite flamme. Aide-moi à veiller sur elle. Rapproche-toi
Viens me respirer, viens me sentir, viens te tenir à mes côtés. On a un moment à passer, un avenir incertain. Soyons deux pour l'affronter. Soyons ensemble. Soyons ensemble dans sa traversée. Les mots n'arrangent rien. Les mots n'apportent pas de solution. Les mots ne sont qu'une composition, une sorte, une sorte une sorte de posture, une sorte j'ai les mots qu'il me faut et plus encore. Mais à quoi peuvent-ils me servir tous ces mots quand je ne peux plus m'adresser à toi pour te dire à quel point tu es quelqu'un d'unique, à quel point tu as fait mon bonheur, mais aussi mon malheur. Je ne sais comment vivre avec les deux sentiments. Ça se heurte, ça se télescope dès que je pense à toi, en bien, dès que le sourire le revient. Je suis obligé de me renfrogner, je suis obligé de faire ma triste mine. Tu vois ce que tu m'as fait, tu vois ce que tu m'as laissé. Allez, faisons la paix, serre-moi la main, approche-toi. J'en reviens toujours sur cette histoire alors qu'en fait, je sais pas. Tiens bien, accroche-toi. N'abandonne pas, n'abandonne pas, ne te laisse pas. Bon, j'arrête, c'était juste un petit chantonnement. C'est assez facile, mais quelquefois ça vient pas tout à fait. Mais c'était bien de terminer comme ça. Ah, ça change un peu de l'habituel. Et ce chantonnement, c'est quelquefois on est surpris finalement par ce qu'il permet de dire, simplement. Et chantonner, c'est pas exactement avec les voix, avec les mots ordinaires. On essaie toujours. Voilà, j'ai fait ce petit ajout. Et puis arrive le moment où il faut pointer sur le bouton arrêt.